Et donc on va pouvoir passer à la présentation de Céline sur penser par soi-même entre esprit critique et mentalité conspirationniste. Voilà, donc toujours pour 50 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Ok. Merci d'être resté. Hier, on a parlé d'esprit critique, on a vu à quel point c'était tentaculaire comme notion. On a vu qu'il y avait beaucoup de compétences, beaucoup de dispositions qui sont liées à la pensée critique. Et aujourd'hui, je vais pointer du doigt que, en fait, on est dans ce nombre infini de définitions, de compétences et de dispositions, on est obligé d'avoir une posture réductionniste, c'est-à-dire de faire un peu du cherry picking et de dire, bon, ben, pour moi, l'esprit critique, c'est ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là. Donc c'est une posture qui est un petit peu obligatoire, et en même temps, elle peut avoir ses effets un peu pernicieux, et c'est le cas avec cette notion de penser par soi-même. Alors, ma réflexion, elle est partie d'un article de philosophie écrit en français qui s'appelle « Les théories du complot et le paradoxe de l'individualisme épistémique ». Ça a été écrit par Jean-Baptiste Guillon. C'est un des rares papiers académiques donc qui revient sur le mouvement zététique, qui mentionne explicitement des vidéos et tout. Donc c'est assez intéressant de voir ces deux mondes qui se rencontrent. Et dans cet article, Jean-Baptiste Guillon va faire une affirmation qui est très forte et qui, moi, au début de ma thèse, m'a un peu retourné le cerveau. Il va dire « La mentalité conspirationniste est en parfaite continuité avec une certaine idéologie dévoyée de l'esprit critique et en est même probablement une conséquence. » Donc moi j'ai lu ça au début de ma thèse, non, pas du tout, non. Parce que, effectivement, esprit critique et conspirationnisme ont un lien assez ambigu. Alors, généralement, on va dire, ah, mais si les gens adhèrent aux théories du complot, c'est parce qu'il manque d'esprit critique. Ça, on le voit, on l'entend beaucoup. Et on veut former à l'esprit critique justement pour éviter que les gens adhèrent à des théories du complot. Là, c'est un extrait d'une recommandation de l'UNESCO. L'UNESCO va dire, voilà, c'est la partie à la fin du premier paragraphe, il est essentiel de faire preuve d'esprit critique et d'être informé sur les théories du complot pour les remettre en question. On va avoir Rudi Reichstadt, je pense que vous le connaissez peut-être, c'est un politologue et journaliste français qui travaille justement sur les théories du complot. Je crois que c'est lui qui a participé à la création du site Conspiracy Watch. J'ai des hochements de tête, donc je vois que voilà. C'est une interview qui a été accordée au Figaro en 2015, et donc il y a cet extrait. Comment déconstruire les discours conspirationnistes? Et donc Rudi Reichstadt va affirmer « Je crois plutôt en un travail d'armement intellectuel », on revient sur ce vocabulaire-là, d'armement intellectuel, pour remplacer cette soupçonnite par un véritable esprit critique. Donc on va avoir cette mentalité du soupçon qu'il faudrait remplacer par un esprit critique. Donc un lien ambigu parce qu'en même temps, il y a beaucoup de monde qui va nous dire « formons à l'esprit critique pour éviter l'adhésion aux théories du complot ». Et pour autant, c'est pas quelque chose qui a été testé dans la littérature. Il y a que cette étude de l'ancien Virginie Bagneux, Sylvain Delouvet et Nicolas Gauvrit qui ont testé de manière protocolaire le lien entre pensée critique et adhésion à des théories du complot. Et grosso modo, les résultats, c'est de dire plus on adhère à une mentalité conspirationniste, plus on score bas sur une échelle d'esprit critique. Alors, la question c'est comment est-ce qu'on évalue l'esprit critique, mais ils ont quand même des données. Alors c'est pas un lien de causalité, c'est juste une corrélation qui montre qu'effectivement les scores hauts de la mentalité conspirationniste corrèlent assez bien avec un mauvais résultat à ce test particulier d'esprit critique qui a été utilisé dans cette étude. Donc c'est une première étude qui est intéressante et qu'il faudra évidemment répliquer et voir si on obtient de résultats pareils. Mais c'est assez pauvre la littérature, étonnamment, à ce sujet. Donc on continue dans le lien ambigu parce qu'on a des données qui semblent démontrer ça. Et dans le même temps, et ça c'est une étude en anthropologie ou en sociologie, j'ai un petit doute maintenant. Cultural sociologie.
Et donc, c'est une étude qui a été menée aux Pays-Bas, où une équipe de chercheurs ont rencontré des personnes qui se revendiquent de l'adhésion à des théories du complot. Et ils les ont rencontrés pour savoir comment ils parlent et elles parlent d'elles-mêmes et d'eux-mêmes. Et donc ils vont dire, ces personnes disent d'elles-mêmes qu'elles sont sceptiques par nature, elles osent penser différemment, hop, elles pensent outside the box, elles pensent par elles-mêmes, elles sont capables de voir les choses sous différentes perspectives, et donc c'est des choses qui font vachement penser à l'esprit critique quand même. Et donc elles vont dire, en fait, je suis pas un conspirationniste, parce que ce terme est très connoté, je suis pas un théoricien du complot, je suis un penseur critique, en fait, je suis un penseur libre, free thinker et critical thinker. Donc vraiment, il y a cette idée d'une valorisation de soi, et je dis, on aura l'occasion de discuter notamment avec Julien sur le fait que des fois l'esprit critique, c'est surtout utilisé pour se valoriser, en fait, pour se donner une image très positive de soi-même. Et c'était le cas de ce groupe justement de conspirationnistes qui vont pas se labelliser conspirationniste, mais vraiment dire en fait non, je suis simplement un penseur ou une penseuse critique. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est resté, parce que là l'étude elle est de 2017, donc on est avant le Covid, mais ça c'est juste une observation personnelle. J'ai l'impression que pendant le Covid, certaines personnes ont commencé à revendiquer le statut de conspirationniste, quelque chose de plus assumé, oui je suis complotiste, parce que je m'oppose, etc. Mais c'est vrai que dans ces années-là, on n'entendait pas des « oui, je suis complotiste, je suis conspirationniste ». Alors, il va falloir faire un petit travail de définition. Donc, quand Jean-Baptiste Guillon dit « la mentalité conspirationniste est en continuité avec une idéologie dévoyée de l'esprit critique », qu'est-ce qu'on entend par une mentalité conspirationniste ? Les personnes qui adhèrent à des théories du complot, qui croient à des théories du complot, ont souvent une tendance à croire plusieurs théories du complot. Si on adhère à l'une, on a une propension, c'est pas systématique, mais on a une propension à adhérer à plusieurs théories du complot, même si elles sont contradictoires. Donc on peut avoir cette idée que Lady Diana a été assassinée, c'était pas un accident, et en même temps elle a été aperçue, c'était en 2024, voilà, quelque part... Lady Diana is still alive. Donc voilà, il y a cette possibilité d'adhérer à des théories qui semblent pourtant contradictoires. On va dire là que c'est ce qu'on appelle la mentalité conspirationniste, donc ce serait un trait psychologique sous-jacent qu'on appellerait, enfin en tout cas que Brunner et collaborateurs appellent la mentalité conspirationniste. Ce trait est la fondation sur laquelle repose l'adhésion aux différentes théorie du complot spécifique. Alors qu'est-ce qui fait qu'on développe une mentalité conspirationniste ? Évidemment, c'est quelque chose de très complexe. Moi-même, je ne suis pas du tout experte de ces sujets-là, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens brillants qui travaillent sur ces sujets, donc j'ai eu cette chance-là. Je peux vous dire quelques pistes, quelques éléments, c'est pas du tout exhaustif, mais des facteurs qui vont nourrir en fait cette mentalité conspirationniste. Il va y avoir parmi beaucoup de facteurs, des facteurs épistémiques, donc ça va être des gens qui vont avoir cette propension à percevoir des schémas. Ah mais ça et ça, c'est arrivé en même temps, ça a l'air d'être lié. Ah mais là, il y a les mêmes chiffres ici et là. Donc cette facilité à percevoir les schémas, c'est une tendance à la pensée magique, une attirance pour les récits manichéens, les gentils, les mauvais, la tendance à l'ennui aussi est corrélée. Et en fait, attention, parce que c'est pas parce qu'on se retrouve dans certaines de ces choses qu'on a forcément une mentalité conspirationniste. J'espère que là, vous n'êtes pas dans la tendance à l'ennui, mais je fais de mon mieux. Donc il y a toute une série, et là, encore une fois, je ne suis pas exhaustive, ça c'est ce qu'on va appeler des facteurs épistémiques. Il va y avoir des facteurs existentiels qui expliquent le développement d'une mentalité conspirationniste, besoin de contrôle, besoin de sécurité, et là encore, on peut complètement se retrouver là-dedans, mais ça va être une conjonction de différents facteurs, évidemment. Besoin de contrôle, je disais donc, de sécurité, sentiment d'impuissance, période d'incertitude et de crise,
vous avez tous en tête ce qui s'est passé pendant le Covid. On avait aussi, on a écrit un papier, je ne l'ai pas mis là, avec Florian Kova, Geoffrey Führer et Angela Battista sur le lien. On a trouvé un lien assez étroit entre besoin de trouver du sens à sa vie et adhésion à des théories du complot. Donc en fait, et pourtant, ben voilà, on a tous une recherche de sens, ou plus ou moins, et voilà, il y avait aussi ce facteur existentiel-là que j'ai pas pensé à citer. Il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs relationnels, des facteurs socio-économiques, besoin d'image positive de soi, on en parlait tout à l'heure, image positive du groupe, narcissisme individuel, narcissisme collectif, ce sont autant de facteurs qui vont avoir tendance à, se réunissant, nourrir une mentalité conspirationniste. Encore une fois, on peut retrouver ça chez des individus et ça ne mènerait pas nécessairement à une mentalité conspirationniste. Donc attention, on prend ça avec prudence. Oui. Définir un peu le narcissisme collectif. Alors là, les psychologues feraient beaucoup mieux que moi, donc corrigez-moi si je me trompe. Donc narcissisme, ça va avoir un rapport avec cette tendance à la surévaluation de soi-même. Donc ça, c'est un narcissisme individuel, et un narcissisme collectif, ça va être mon groupe d'appartenance est mieux que les autres. Voilà, c'est cette idée de l'élite, quelque part, on n'est pas comme les autres. Voilà. Jérémy. Du coup, ça, c'est la mentalité conspirationniste, c'est une variable qui est mesurée. Oui, c'est un indicateur. oui. Et puis il y a des échelles, échelles permettant de mesurer ça. Ouais. Et parce qu'en fait, tous les trucs que tu as mis là, j'ai l'impression que c'est des choses dans lesquelles on peut se retrouver à des moments aussi. Donc là, en fait, c'est quand c'est vraiment à l'extrême. Exactement. C'est un agrégat de tout ça, parce que comme tu dis, en fait, moi, il y a plusieurs choses dans lesquelles je me retrouve. Et voilà, exactement, et à certains moments. Et puis, je les ai pas tous mis. Donc là, c'était juste un échantillon pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il y a évidemment d'autres choses, et je pense que c'est aussi des moments dans la vie. Et donc, on peut peut-être, à certains moments, avoir un score assez élevé sur certains de ces éléments. Je pense aussi qu'il y a aussi, on va parler d'une mentalité à partir du moment où ça s'inscrit dans le temps, où le temps passe et on continue à avoir toujours ces réflexes d'adhésion à des théories du complot. Lila. Est-ce qu'il y a des formes qui sont attachées à diriger tout ça dans un modèle général? J'imagine aussi qu'il y a des liens entre les différents facteurs. C'est pas aussi simple. Oui, absolument. Oui, absolument. Ouais. Et encore une fois, ça c'est des ouvrages de psychologie et c'est les spécialistes de ces études-là, et moi je ne le suis pas. Mon domaine c'est vraiment l'esprit critique, mais comme je fais rencontrer les deux, je voulais vous en parler. Il y a une énorme littérature justement sur la psychologie du complotisme, et si tu veux, je pourrais te trouver des références avec plaisir. Oui. Donc, si je comprends bien, en fait, quand on dit besoin de contrôle ou besoin d'une image positive, etc., ça c'est des choses que tout le monde a. Oui. Et du coup, quand on est conspirationniste ou quand on a une mentalité conspirationniste, c'est que ces besoins, on ne peut pas les satisfaire ailleurs. Ouais. Et du coup, on va les satisfaire. En tout cas, ça prend ce chemin. Ça prend ce chemin-là. Parce qu'effectivement, les autres besoins peuvent être remplis autrement. Et en fait, ça va être la convergence de différents facteurs qui vont amener à développer une mentalité où la référence au complot, qu'on va expliquer tout soudain, la référence au complot devient un réflexe pour remplir en fait ces différents besoins. Kim. Et on peut, si on sait que c'est une théorie du complot, est-ce que c'est protecteur pour le fait de ne pas y arriver? Parce que parfois on peut être justement dans des situations comme ça, en fragilité émotionnelle ou quoi, on a vécu quelque chose, on sait que c'en est une, ou voilà, mais est-ce que ça peut ne pas être protecteur de savoir même que c'est une théorie du complot? Alors généralement, de savoir que c'est une théorie du complot, dans le sens... C'est une théorie du complot, est-ce que c'est un effet protecteur dans le cadre où on est dans peut-être une fragilité et donc un besoin d'une de ces choses-là? Et voilà. Alors malheureusement non. Ouais, voilà, non, c'est au contraire, l'anxiété augmente avec l'adhésion aux théories du complot. Donc on comprend que c'est un réflexe, réflexe de se tourner, en tout cas quand on développe une mentalité conspirationniste, c'est un réflexe de se tourner vers ce type d'explication du monde. Et en même temps c'est contre-productif parce qu'on est beaucoup plus anxieux après.
parce que, et ça me permet de faire le lien, parce que maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est qu'une mentalité conspirationniste, il faut déjà savoir, mais c'est quoi une théorie du complot ? On a en tête plein de théories du complot, mais qu'est-ce qui fait l'essence d'une théorie du complot ? Parce qu'il y en a beaucoup, et ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc c'est ce que je dis, c'est des théories qui sont très hétéroclites. On va avoir... Alors, il y a plusieurs façons de classer les théories du complot. Pardon, excuse-moi. Je pense que c'est un peu la continuité. Donc d'un côté, on a cette mentalité complotiste, et il y a d'un autre côté des personnes qui ont des traits un peu machiavéliques ou narcissiques, qui ont tendance à offrir des messages qui vont être des explications des complots. Est-ce qu'il y a des travaux qui essaient de faire le pont entre ceux qui ont tendance à suivre des messages et ceux qui vont... Ceux qui vont les générer, tu dis ? Ouais, aucune idée. Ça, c'est vraiment un pan de la littérature que je connais pas du tout. Et est-ce que ce sont parfois les mêmes ? Est-ce que ceux qui pensent, qui créent ces théories du complot, sont-ils les mêmes que ceux qui adhèrent ? Ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose d'extrêmement néfaste et mesquin à lancer dans le monde des théories conspirationnistes qui vont venir nourrir celles et ceux qui sont en recherche de ça pour essayer d'apaiser une anxiété. Je pense surtout à des enquêtes journalistiques sur 4chan qui montrent que QAnon et tout, il y a des personnes qui ont des tendances à suivre des complots, et il pourrait y avoir des personnes qui justement utilisent cette faiblesse chez les autres comme moyen de les abuser, de prendre, on va d'exercer leur pouvoir sur d'autres individus, et donc souvent c'est une méthode Dark Triad. Mais comme c'est des travaux de journalistes, je sais pas s'il y a des travaux ça m'intéresse vraiment, il faudra que je me renseigne là-dessus parce que c'est horrible en fait. C'est ça, Dark Triad, c'est quoi ? Ah oui, Dark Triad. Après, c'est un peu critiqué comme notion, mais en gros, c'est des personnes qui sont machiavéliques, narcissiques et psychopathes, et en fait, qui vont se servir de la faiblesse d'autres individus qui vont tendance à les suivre pour exercer leur pouvoir et créer des narratifs et les maintenir captifs. Absolument. C'est un peu ce qu'il y a à partir dans le détail. Typique. Donc je disais que les théories du complot, il y en a beaucoup et ça va dans tous les sens. On peut les classer de façon très diverse. Une façon de le faire, c'est la thématique sur laquelle elles s'appliquent. Donc on va avoir tout ce qui est des théories politiques, l'idée qu'il existe un État profond, ou les Illuminati, voilà, ce genre de choses. Des théories scientifiques, alors là on en a eu à l'appel, l'idée qu'il existe, qu'il y a une puce dans le vaccin contre le Covid par exemple. Les théories historiques aussi, ça j'ai découvert en travaillant là-dessus, la théorie du ressentisme. Vous êtes super au taquet. Donc c'est l'idée que certains événements historiques supposément anciens, notamment le Moyen-Âge, n'ont pas eu lieu. Ou alors ont eu lieu beaucoup plus tôt que ce qu'on imagine. Donc dans ce livre-là, les civilisations comme l'Égypte antique, la Grèce antique et la Rome antique en fait sont des inventions qui sont basées sur des récits médiévaux. Donc en fait notre civilisation est beaucoup plus jeune que ce qu'on pourrait imaginer. S'il faut trouver un point commun... J'ai peur. Allez, j'adhère. Ça y est. C'est crédible. C'est tellement crédible. C'est vrai que non, c'est chiant parce que c'est du temps. Du coup, ça décrédibilise les deux mots. Absolument. Le point commun, s'il faut trouver un point commun... et là, on va voir qu'il y a des exceptions parce que le ressentisme, typiquement, a plus de peine à tomber là-dedans, mais dans de nombreuses théories du complot, il y a cette double composante. À la fois, c'est un complot criminel, et pour ça, le 11 septembre est une bonne illustration. Pour celles et ceux qui estiment que le 11 septembre a été organisé par le gouvernement américain, il y a à la fois un complot criminel, donc le gouvernement a organisé et perpétré la démolition du World Trade Center, et en même temps, il y a un complot de dissimulation, dans le sens, les agences de presse se sont liguées pour maquiller cette démolition en attentat terroriste, et donc on nous a menti sur ce point. Donc il y a souvent ces deux aspects-là. Une définition, parce qu'il en existe beaucoup, encore une fois, une définition des théories du complot, ça pourrait être celle-ci: affirmation selon laquelle le public serait victime d'un mensonge généralisé. Donc c'est vraiment pas un truc dans son coin très niche, c'est vraiment généralisé, un mensonge généralisé à propos de certains aspects de la réalité, afin de permettre à un ou plusieurs groupes, donc ça c'est les comploteurs, de mettre en œuvre un programme néfaste
et intéressés. Donc dans l'idée d'une théorie du complot, il y a toujours ce petit groupe qui va bénéficier du mensonge à large échelle parce qu'ils ont eux-mêmes un programme qui sert leur propre intérêt qui souvent est qualifié de néfaste. De mon point de vue, c'est une bonne définition, tout simplement parce que c'est la mienne. Autorité. Donc c'est un papier qu'on a écrit avec Kenzo Nera, et donc c'est lui l'expert des théories du complot, enfin parmi d'autres, mais c'est lui avec qui j'ai eu la chance de travailler. On a travaillé sur différentes définitions des théories du complot pour voir à chaque fois si on trouvait des contre-exemples, pour essayer de trouver une définition voilà, qui fonctionne mieux. Je vous donne pas les détails, mais voilà, si ça vous intéresse, on a ce papier avec Kenzo. Oui. Ça veut dire que vous avez décidé de retenir dans l'appellation théorie du complot le fait que le théorie renvoie forcément à une forme de véracité non avérée, quoi. Alors voilà, c'est tout l'enjeu tout l'enjeu du papier, exactement. Je l'ai pas explicité plus avant parce que je veux revenir à l'esprit critique, mais l'idée c'était de dire, en fait, on a, avec les définitions qui existent, qui sont très bien d'ailleurs, on a des problèmes de faux positifs et de faux négatifs. Donc je fais rapidement. Typiquement, le problème d'utiliser le mot complot, c'est qu'il y a des complots qui ont été avérés. Et ce qu'on prend comme exemple, c'est évidemment le Watergate et l'assassinat de Jules César. Il y a des gens qui ont comploté. Oh mince. Il y a des gens qui ont comploté pour assassiner Jules César, et pour autant, quand quelqu'un dit ouais, moi je suis conspirationniste, tu vas pas dire ah ouais, tu crois que Jules César a été assassiné. C'est pas ça qu'on a en tête. Et en même temps, il y a les complots qui ont été avérés, et puis il y a aussi le problème l'autre enjeu, c'est plus des... comment on peut formuler ça? Comment? Les faux négatifs, du coup. Ouais, les faux négatifs. On n'appellerait pas des théories du complot. Voilà, il y a des choses qu'on ne... Merci beaucoup. Il y a des choses qu'on ne voit pas forcément comme des théories du complot et qui pourtant pourraient en être. Comment? L'affaire Nestlé. Nestlé, voilà, par exemple. Et pourtant, ben voilà, c'est pas forcément là qu'on va dire les conspirationnistes croient en ces choses-là, parce qu'effectivement, on a plus de données là-dessus. Donc il y a vraiment ce problème de complot avéré ou complot pas avéré. Et on a essayé de répondre à ce problème est-il épistémiquement vrai ou faux, en proposant une définition qui axe plus sur la psychologie et sur l'idée que finalement, qu'il soit avéré ou pas, il y a cette affirmation que ce mensonge est généralisé pour servir l'intérêt d'un petit groupe, et quelque part, qu'il soit avéré ou pas. Yanis. Est-ce que tu fais une différence entre théorie du complot et théorie conspirationniste? Pour le coup, non. Vraiment, comme ça, non. Et dans le cadre de mon intervention et de mon cours, non. Je pense qu'on pourrait y voir de subtiles différences. Pour ma part, non, on ne fait pas cette distinction. Donc voilà, c'est un petit peu... Pardon, Emmanuel? Oui, c'est-à-dire, avec ta définition, du coup, pour les gens qui pensaient qu'il y avait quelque chose autour du Watergate, qui est devenu le Watergate, qu'il y avait quelque chose qui se passait là, mais que ce n'était pas encore vraiment connu et validé, voilà. Ils rentraient dans cette définition, voilà. Ils étaient à ce moment-là dans une pensée conspirationniste, voilà. Mais qui s'est avérée vraie. Qui s'est avérée vraie, voilà, voilà. Et quelque part, le fait que ça s'avère ou pas, c'est plus l'élément central de la définition, c'est l'adhésion à cette idée qu'on est victime d'un mensonge généralisé. Et après, effectivement, ce n'est plus une théorie du complot, tout simplement parce que c'est vraiment, enfin, tu n'es plus complotiste, c'est plutôt oui, ça. Tu n'es plus complotiste parce que c'est avéré, mais c'est plus le point de bascule de la théorie. Du coup, là, avec la définition, l'attentat de Jules César, c'est César rentre dans la définition. Non, parce qu'il n'y a pas un mensonge généralisé d'une élite qui veut nous cacher qu'on a comploté pour assassiner Jules César. Tu vois. Il n'y a pas les médias qui vont taire. Non, il y a un consensus, les historiens sont d'accord. Et on suit plus ou moins. À l'époque. À l'époque, oui, ouais. Voilà. Mais est-ce qu'à l'époque, tout le monde a menti pour... Je crois pas, tu vois. Voilà. Sérieux?
Voilà. Mais est-ce que ça a vraiment existé Nous avons une récipiste. On va préciser dans la définition la temporalité, que c'est en cours et que... Ouais, ça c'est une des limites. C'est une des limites, ouais. Voilà, puis de c'est comme ça, parce que oui, il y a des choses que je pense mais du coup... Ouais, peut-être la temporalité. Ouais, ça aurait pu être intéressant, absolument. Et puis il y a aussi la temporalité, c'est une des limites de notre approche, et puis l'aspect culturel, parce qu'en fait il y a des cultures où il vaut vraiment mieux avoir une mentalité conspirationniste, étant donné ce que fait le gouvernement à sa population. Donc, absolument. Je crois qu'il y avait David qui avait une question, c'est ça? Je sais pas si tu avais lu le livre Q comme complot. Non, je l'ai pas lu. Et dedans, l'auteur lui fait la distinction entre les vrais complots et les fantasmes de complot. Ouais. Ce qu'il appelle fantasme de complot, ce serait la croyance en une théorie du complot. Et il y a des critères en parallèle. Oui, fausse du coup. Et du coup, je crois qu'il prend plein de théories du complot fantasmées et il agrège des critères pour montrer que généralement ça implique une conspiration à l'échelle mondiale qui dure depuis des dizaines, voire des centaines d'années, qui n'a jamais été découverte. Et en parallèle, les vrais complots ont toujours été démantelés, jamais par les gens qui... D'après ce qu'on sait, c'est toujours ça. Tu vois, ils n'ont pas duré longtemps et ils impliquaient un cercle très réduit de personnes. C'était intéressant parce que ça montrait... Oui. Mais ça marche pas pour les Didi. Ouais. Il y a toujours une exception. Le truc de la Terre plate aussi, on est embêté toujours avec ce truc de la Terre plate parce qu'il y a tout un complot autour de... Je vais y revenir. Et c'est plus difficile de voir quel est le programme néfaste et intéressé. Et on en a discuté récemment avec Vivien et il semblerait que, en tout cas une explication que j'avais obtenue à l'époque, c'était que le programme néfaste et intéressé des gens qui nous mentent sur... la Terre, le fait que la Terre est ronde / plate, c'est que ce serait pour nuire aux écrits saints qui, eux, peuvent postuler, qui veulent mettre à mal la cosmogonie proposée par les Écritures saintes. Donc il y aurait quand même... Mais voilà, c'est toujours des moments où ça devient compliqué, c'est des cas un peu borderline. Ouais. Après, j'ai l'impression que pour les platistes, par exemple, il va y avoir différentes justifications du programme néfaste et intéressé. Certains, ça pourrait être ça, d'autres, ça pourrait être autre chose, mais sur une même théorie du complot, il pourrait y avoir différents programmes intéressés qui le justifient. Parce qu'il y a aussi une civilisation, le truc de la Terre plate, il y a une civilisation dans le pôle sud. Voilà, ça pourrait être du coup, c'est ça qui aussi. est caché. Ah oui, d'accord. Okay. Oui, c'est pour ça qu'ils voulaient partir au pôle sud avec un grand bateau. Et il y a aussi la Terre plate, en fait, elle est plate parce qu'elle fait partie d'une planète beaucoup plus grande. Ah voilà. Voilà. Vous en savez des choses sur la Terre plate. Mais on va revenir sur les platistes dans un moment parce que j'ai un exemple que j'ai beaucoup aimé. Donc on revient à notre citation de Guillon qui nous disait que la mentalité conspirationniste, maintenant vous avez en tête des éléments de ce que ça veut dire, est en parfaite continuité avec une certaine idéologie dévoyée de l'esprit critique. Donc tout ce qu'on vient de voir maintenant, selon Guillon, ça peut être la conséquence directe de la pensée critique. Et c'est ça qui m'a beaucoup travaillé pendant la thèse. Alors la première critique que j'ai envie de faire là-dessus, c'est peut-on avoir une idéologie dévoyée de l'esprit critique à partir du moment où on ne sait pas ce que c'est Étant donné le flou conceptuel qui entoure cette notion, est-il seulement possible d'avoir une vision dévoyée de l'esprit critique? Mais on va quand même essayer de suivre l'idée proposée par Guillon en essayant de voir est-ce qu'il y a des points communs entre le conspirationnisme et l'esprit critique. Et il y en a en tout cas deux. Le fait que tant les penseurs et les penseuses critiques que les conspirationnistes se revendiquent d'une forme de scepticisme. Alors on peut discuter, on n'entend sans doute pas la même idée du scepticisme, mais c'est le même mot qui est utilisé. Quand Trump avance sur X à l'époque, je crois, the concept of global warming, le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois, dans l'idée de mettre à mal quelque part la manufacturing US, américaine. Vous me direz, on n'est pas Et donc, là, il y a ce qu'on a appelé pendant longtemps le climato-scepticisme. On y revient un peu avec cette appellation, puisqu'on va parler plutôt de climato-négationnisme maintenant. Mais longtemps, on a appelé ça climato-scepticisme. Et
il y a du surscepticisme parce qu'on va être sceptique sur les climato-sceptiques avec voilà, des décodeurs par exemple qui ont proposé un guide critique des arguments et un tox climato-sceptique. Donc il s'agirait d'être scepticisme sur le scepticisme d'autrui. C'est un peu les poupées russes du scepticisme. Si je me lance dans la théorie, enfin sur le thème du scepticisme, ça va durer des heures et des heures. Donc je vais faire un petit moment de pub et d'auto-promo absolument ignoble et vous dire qu'en fait, dans le cadre du cours qu'on a proposé avec Florian Kova sur philosophie et esprit critique, il y a une séance entière consacrée à l'histoire du concept de scepticisme et comment très vite on en est arrivé en francophonie à lier scepticisme et esprit critique. Donc je ne vais pas aller là-dessus. Si ça vous intéresse, voilà la petit moment promo. Donc la chaîne YouTube s'appelle Ampereia, vous êtes extra. C'est la chaîne YouTube de Florian Kova, mon directeur de thèse, qui reprend tous les cours qu'on a fait dans philosophie et esprit critique. Et la séance numéro 4, c'est histoire du scepticisme. C'est super. Merci. Donc, dans ces points communs, il y a le scepticisme et l'autre chose sur laquelle donc je ne m'appesantis pas, et il y a cette idée de penser par soi-même. Ne soyez pas un mouton, ayez vos propres opinions, pensez par vous-même. Je ne sais pas pourquoi les moutons prennent aussi cher à chaque fois. C'est rude, quoi. C'est vraiment rude. Ils ont l'air intelligents. C'est du spécisme. C'est du spécisme, exactement. Donc un des points communs, c'est donc le scepticisme, et l'autre point, c'est cette idée de penser par soi-même. Et donc, nous, j'ai fait dans le cadre de ma thèse une étude sur les conceptions populaires d'esprit critique. Donc, j'ai analysé comment l'esprit critique était travaillé dans le cadre de la littérature, mais je voulais aussi savoir comment les gens utilisent cette notion d'esprit critique. Donc, on a fait un questionnaire en ligne avec des participants anglophones et des participants francophones. Je vous en ai parlé déjà un peu hier. On a eu 288 participants anglophones et 377 participants avec des données qualitatives. Donc il a fallu traiter réponse après réponse. Et donc une des questions que nous avons posées, c'est: pouvez-vous nous donner un exemple de quelqu'un qui a fait preuve d'esprit critique ? Et une des réponses qu'on a eues, par exemple, et elle est assez représentative d'une partie des réponses des participants francophones. Oui, je t'écoute. Sur la nature de l'échantillon, ouais. Vous l'avez chopé où et du coup c'est quoi les caractéristiques en termes politiques notamment ouais. Et de classe professionnelle Alors je pourrais retrouver parce que je ne sais pas par cœur, mais évidemment j'ai les tableaux avec ça. Donc il y a des plateformes en fait où on peut recruter des gens et donc là c'était, est-ce qu'on l'a marqué ? Non, c'était CrowdPanel et en tout cas pas Mechanical Turk, l'autre. Voilà, j'ai un blanc, je te répondrai là-dessus. On a des groupes qui sont assez comparables, donc avec une proportion de gens qui ne sont pas universitaires, mais aussi des gens qui ont commencé l'université. On a des gens qui sont allés jusqu'au doctorat, donc c'est assez représentatif au niveau formation. Au niveau des emplois, on a beaucoup de gens indépendants dans les deux groupes, aussi parce que je pense que c'est des gens qui ont la possibilité de faire des questionnaires dans leur emploi du temps peut-être, qui arrivent à caler ça. Mais c'est juste une supposition de ma part, et sinon la majorité de nos participants étaient surtout des employés. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous donner plus explicitement les ratios qu'on avait. C'est une question qu'on n'a pas posée. C'est une question qu'on n'a pas posée. Parce que en Suisse, on n'a pas le droit de le faire. Ouais. Donc voilà, on n'a pas posé cette question. Et donc, pouvez-vous décrire une situation où quelqu'un a fait preuve d'esprit critique ? Et ça, c'est une réponse qu'on a reçue. Les données des chiffres Covid ont éveillé en moi mon sens d'esprit critique. Je me suis documentée de mon côté de façon totalement individuelle afin de recueillir mes propres données et d'en voir découler mes analyses que j'ai effectivement comparées ensuite à celles fournies par le gouvernement. Les majuscules sont du fait de la participante, et même si celui-ci est très parlant en termes d'individualisme épistémique, dans le sens je pense par moi-même, il représente quand même quasiment 17% des réponses, ce qui n'est pas négligeable.
on va avoir tendance effectivement à lier, en francophonie, c'est pas du tout le cas dans nos réponses anglophones, américaines, on va avoir tendance à lier esprit critique et pensée par soi-même. Il y a même certains groupes qui définissent comme ça l'esprit critique en disant « Sapere aude, disait Papa Kant il y a déjà 200 ans, ose te servir de ton propre entendement. Voilà notre objectif ici, développer notre esprit critique, c'est-à-dire les outils qui font réfléchir de manière logique et penser par soi-même. » Donc il y a vraiment une posture assumée de « grâce à notre formation, vous allez apprendre à penser par vous-même ». C'est assez chouette parce qu'il y a besoin d'autrui pour penser par soi-même quelque part. Donc c'est une posture qui est assez assumée dans beaucoup d'endroits de la zététique ou du scepticisme, cette idée que une fois qu'on a de l'esprit critique, on pense par soi-même. Et la question c'était penser par soi-même. Est-ce que c'est un truisme ou est-ce que c'est une aberration? Parce que dans le cadre des... Donc moi j'ai fait mon questionnaire en ligne, mais j'ai aussi fait des entretiens. D'ailleurs certaines personnes ici ont participé aux entretiens et je vous en remercie. Quand j'ai dit est-ce que l'esprit critique c'est penser par soi-même, il y en a qui m'ont dit bah oui, tu veux penser avec quoi? Tu penses pas avec autre chose que ton cerveau, donc bah oui, bien sûr que tu penses par toi-même. Et toute une autre partie des participants qui m'ont dit ah bah non, on peut pas penser tout seul en fait, on a besoin des autres pour penser. Donc on voit que c'est aussi pas compris toujours de la même façon. Et donc le point sur lequel j'arrive, c'est qu'un des points communs entre la mentalité conspirationniste et l'esprit critique, c'est cette idée d'individualisme épistémique. C'est ce que défend Jean-Baptiste Guillon dans son article. Qu'est-ce que l'individualisme épistémique ? Il le dit tel quel dans l'article, c'est une épistémologie selon laquelle je devrais tout vérifier par moi-même, faute de pouvoir me fier au moindre témoignage d'autrui. Donc il y a deux composantes. Il y a à la fois cette idée de posture sceptique quant à la possibilité de savoir quoi que ce soit par le témoignage d'autrui, et donc les mots d'ordre vont être « think for yourself »,« pense par toi-même »,« fais tes propres recherches »,« questionner toujours l'autorité », doute de tout. Donc, oui. Là, on parle que de perception mesurée. Comment ça? C'est-à-dire que c'est la perception que les gens ont d'eux-mêmes du fait de devoir ne pas se fier au témoignage de trucs. Voilà. Ils finissent par le faire quand même. Exact, ouais, c'est là où je vais, exactement. Il y a cette idée que, un peu comme dans cette image, yes, you are all wrong. Ah, moi j'ai raison, ils ont tous tort. Et c'est cette perception de soi. Comme, tu as tout à fait raison, cette idée que je dois tout vérifier par moi-même parce que je peux me fier qu'à moi. Et donc on va appeler ça la self-reliance, cette idée de refuser la forme de dépendance dont parlait, je ne vais pas utiliser le mot dépendance, mais quand tu faisais référence aux autorités, on se trouve dans une posture de dépendance. Ils savent et moi je sais peu, donc je refuse cette posture de dépendance, je me repose uniquement sur mes propres ressources intellectuelles. Et puis il y a deux auteurs, Buzel et Rini, qui vont parler de epistemic super-heroism, un super-héroïsme épistémique, l'idée de j'ai raison seul contre tous. Moi je sais et tout le monde a tort. Oui. En reliant avec ce que tu disais ce matin, Lucie, c'est refuser la délégation cognitive. Ah oui. Exactement. Non seulement délégation, mais aussi ce lien de dépendance. Parce que je veux bien déléguer, mais en plus ça me met moi dans une posture de non-sachant, et l'autre est un sachant, et j'ai besoin de lui ou elle pour savoir. Et c'est ce truc-là qu'on essaie d'éviter dans l'individualisme épistémique. Oui. Une question par rapport à ça. Est-ce que l'individualisme épistémique, en philo, je trouve qu'il y a un peu des liens avec le solipsisme, ouais, la manière de penser. Ouais. Ce serait même... C'est le solipsisme moderne presque dans l'idée. Quasiment. Le solipsisme. C'est le solipsisme, c'est l'idée que en fait, alors ça, c'est Descartes, tu es le seul être pensant, tout le monde est une hallucination. Il n'y a que toi qui existe. Et c'est le cas, évidemment. Mais vous êtes une super hallucination, franchement. Elle est bien mon hallucination. La réalité n'arrive que par le sujet pensant qui est toi-même. Moi je pensais que c'était l'égoïsme, mais c'est la... Alors ça va plus loin que l'égoïsme, c'est même le réel hors de moi n'existe pas. Ouais, c'est la forme extrême de l'idéalisme. C'est la conversation avec soi aussi. C'est la conversation avec soi. Voilà, c'est ça. Je connais quelqu'un qui
Et donc on pourrait dire que la forme extrême de l'individualisme épistémique, c'est le solipsisme en fait. Parce que l'individualisme va plutôt dire les autres existent, mais je dois pas me fier à eux. Le solipsiste va dire non mais ils existent même pas, donc pourquoi j'essayerais de les écouter. Mais si justement, moi je connais quelqu'un qui est solipsiste, et il est super sympa, et je pense que ça va... Pardon à tous les solipsistes que j'ai offensés. Je pense que ça part du principe que, si de toute façon tu vis dans ce monde, bah, autant vivre avec les règles de ce monde, même si tu sais que ce monde n'est pas réel, en fait tu vis avec ses règles. Mais c'est vraiment solipsiste s'il veut faire avec le... Il m'a dit, je pense que les autres sont une projection, quoi. Ouais. C'est intéressant. Est-ce que voilà, c'est ça. Faut aller jusqu'au bout du truc. C'est élégant. Et il est très très chouette. C'est plutôt solipsiste, mais genre fictionnaliste, en mode je fais comme c'était une fiction, mais du coup j'y crois pas. Ouais, c'est ça. J'adhère à une fiction, alors qu'un vrai solipsiste, si ça existe, serait en mode il n'y a pas de fiction, j'en ai rien à foutre quoi. Ouais, si ça existe. Si ça existe, exactement. Voilà, merci, c'est ce que j'allais dire. C'est comme les sceptiques totales à la Pyrrhon. Non, mais je doute constamment, en fait, ça n'existe pas. Donc je disais, l'individualisme épistémique a deux composantes. Le premier, c'est je dois tout vérifier par moi-même, super-héroïsme épistémique. Et le deuxième, c'est faute de pouvoir me fier au témoignage d'autrui. Et donc là, on est dans le doute, on est voire même dans la méfiance. Autrui a systématiquement tort, et donc évidemment que je ressors Calvin et Hobbes, parce que c'est de la philosophie pure. Et donc Calvin dit à Hobbes, on vit vraiment des temps intéressants. On ne fait pas confiance au gouvernement, on ne fait pas confiance au système de loi, on ne fait pas confiance aux médias, on ne fait pas confiance les uns les autres, on ne se fait pas confiance les uns les autres, on undermine, on merci beaucoup, on sape toute forme d'autorité, et donc en sapant toute autorité, on se défait de la possibilité de remplacer même cette autorité ou cette base. Et donc Hobbes va dire ouais intéressant, c'est pas la meilleure façon de le poster. En fait Calvin va dire en fait on vit, c'est un rêve devenu réalité pour un enfant de 6 ans en fait. Il n'y a pas de règles, on peut faire ce qu'on veut, on fait confiance à plus personne. Et donc l'idée de faute de pouvoir me fier au moindre témoignage d'autrui questionne forcément qui est cet autrui. Dont je dois me méfier et me douter systématiquement. Qui est cet autrui ? Ça, c'était Florian Kova qui m'avait envoyé ça au début de ma thèse. Donc, c'est un screen de quelqu'un qui a posté ça sur un forum et qui dit « Moi, je demande rarement l'avis d'autres personnes lorsque j'essaye de tirer mes conclusions. Je fais mes recherches sur le domaine qui m'intéresse, je prends mes propres décisions en arrivant à mes propres conclusions. Pour chacun d'entre vous qui externalisez votre pensée, il y a ceux d'entre nous qui ne comprennent pas pourquoi vous avez besoin de l'avis de quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas prêt à tirer vos propres conclusions, soumettre vos questions à 10 millions d'inconnus sur Internet n'est pas du tout synonyme d'externalisation de votre réflexion, c'est plutôt une attitude trop paresseuse pour faire des recherches par vous-même. Donc c'est intéressant, parce que cet autrui, tout à coup, c'est tout Internet, c'est le monde entier. Et donc évidemment qu'à ce moment-là, on est tous des individualistes épistémiques, parce que quand on dit « je ne vais pas me fier au moindre témoignage d'autrui », je ne prends pas l'avis de 10 millions d'inconnus sur Internet. Mais cet exemple est chouette, parce que justement, c'est poussé à l'extrême. Si je veux demander l'avis de quelques personnes, alors j'externalise ma pensée, et donc je suis un mouton. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, c'est le moment du quiz. Est-ce que vous vous rappelez qu'il existe 3 composantes de la pensée critique? Bien sûr, Céline, on t'a bien écouté. Vous vous rappelez qu'on a parlé de compétences cognitives, de dispositions et de connaissances, qui fait le cœur de la pensée critique. On s'arrête aujourd'hui uniquement sur les dispositions pour voir que, en fait, la place du penser par soi-même dans l'esprit critique. Vous vous rappelez qu'on a listé toutes ces belles dispositions, on a parlé d'ouverture d'esprit, courage intellectuel, persévérance, etc. Et donc l'autonomie intellectuelle, hop, elle est là. Ça, c'est le penser par soi-même. Et on voit on va très vite passer d'autonomie intellectuelle, qui est quelque chose d'absolument valable, à l'indépendance d'esprit. Et donc, c'est plus tant l'autonomie de faire ma propre loi que maintenant je ne dépends de plus personne. On va trouver des auteurs qui défendent l'idée que l'esprit critique contient l'indépendance d'esprit, chez Paul et chez Bailyn et collaborateurs par exemple, mais
ça ne se résume pas à ça. On n'a pas juste l'autonomie intellectuelle parce que, dans le même temps, on va nous dire l'esprit critique, c'est l'autonomie intellectuelle, mais c'est aussi le respect des autorités épistémiques. Et s'il y a du respect pour les autorités épistémiques, c'est qu'il y a d'autres gens dont on dépend, et donc on n'est pas si autonome que ça. Et c'est ça aussi la difficulté avec l'esprit critique, c'est qu'il y a des choses en son sein qui se contredisent. Donc voilà, ça c'est les deux éléments dont on a parlé. Je n'ai pas beaucoup parlé de scepticisme, mais d'autonomie intellectuelle. Et ça, on peut dire qu'en fait, les conspirationnistes, ils promeuvent l'autonomie intellectuelle et ils promeuvent une forme de scepticisme. Donc en ce sens-là, ils ont raison de dire qu'ils sont des penseurs et des penseuses critiques. Parce que nous aussi, on choisit un ou deux trucs et on dit ça y est, c'est ça la pensée critique. Mais par contre, est-ce qu'il y a d'autres éléments où ça entre en conflit, en contradiction avec la mentalité conspirationniste? Je voudrais proposer l'idée, mais c'est mon hypothèse, que sur le versant de l'humilité intellectuelle, quand on a une mentalité conspirationniste, il y a peut-être des progrès à faire sur l'idée d'une introspection, de pourquoi je crois ça, qu'est-ce que ça fait en moi et pourquoi j'ai ce besoin. Sur l'identification des modifications, on en parlera, l'identification des motivations, pardon, on en parlera jeudi. Et puis celui sur lequel je vais m'arrêter, c'est l'impartialité intellectuelle, et c'est là tout à coup qu'il y a quand même une distinction qui se fait entre mentalité conspirationniste et esprit critique. Si toi tu dois formuler une hypothèse, tu penses plutôt que ça métacogne pas beaucoup, que ça métacogne dans le sens de l'inverse de l'humilité, quoi. La conclusion de ta métacognition, c'est de dire mon jugement est meilleur que celui des autres, et j'y ai quand même réfléchi. Quand on a une mentalité conspirationniste, tu dis, ou bien on va à peu près vers là. Je pense que c'est plutôt la question du biais de confirmation. Et on va y revenir. Mais si je réponds pas complètement à ta question, tu me diras. Oui. C'est juste autonomie égale indépendance pour toi ou pas? Non. Et malheureusement, j'ai pas le temps d'expliciter tout pour. Mais en fait, c'est étonnant parce que dans la littérature sur l'esprit critique, on passe beaucoup de l'un à l'autre. Ouais, ce qui est complètement dingue. Ouais, absolument. Sur cette idée d'impartialité intellectuelle, et là je vais aussi répondre à ta question, Geoffrey. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont vu le documentaire Behind the Curve? Ok, oui, il y a des noms. Ok. Alors, quelque temps, il était sur Netflix, je crois qu'il ne l'est plus. C'est un documentaire, mais je crois qu'il est assez facile à trouver. Donc, c'est un documentaire sur les théoriciens de la Terre plate. Donc, ils les ont accompagnés dans la vie de tous les jours, sur un long temps, pour voir en fait comment ils pensent, comment ils vivent, comment ils se réunissent, comment se passe leur vie. Et je trouve, mais c'est que mon point de vue, qu'ils l'ont fait de manière respectueuse et non stigmatisante. Et donc, il y a un moment du documentaire qui montre ce dont je veux parler sur l'impartialité intellectuelle. Donc il y a un petit groupe qui se dit, et eux c'est presque des penseurs critiques, ils disent, bon, on nous ment, la Terre est plate, on va tester ça. Et donc ils achètent ce gyroscope. Qu'est-ce qu'un gyroscope? C'est un outil qui permet de mesurer l'orientation dans l'espace grâce à une roue ou des disques qui tournent très vite. Puis-je vous en dire plus? Absolument pas. Ne me posez pas de questions sur les gyroscopes. Mais ils achètent ce gyroscope, en plus un modèle laser et tout, ça leur a coûté $20 000. Mais ils veulent faire le test en fait. Et en fait leur idée c'est de dire, si la Terre est ronde, et qu'elle tourne, elle doit effectuer une rotation complète toutes les 24 heures. Ça signifie donc qu'elle bouge de 15 degrés toutes les heures. On va tester ça, et on va les avoir. Et donc vraiment, ils font le test, ils achètent leur truc à 20 000 francs, et ils trouvent qu'il y a une inclination de 15 degrés toutes les heures en fait. Et il y a l'interview de la personne qui a mis les 20 000 francs et qui va dire « C'est un sacré problème, n'est-ce pas ?» Et en fait, il est dépité comme ça, et sa conclusion... Et c'est là que je trouve génial, parce qu'il le dit avec une honnêteté. Nous avons choisi de ne pas accepter cela. Et c'est extraordinaire, parce qu'on est vraiment là au cœur de... Non, j'ai quand même mis 20 000 balles dans un gyroscope. Mais ce résultat-là, et pourtant la méthode était scientifique, et la démarche était vraiment une démarche d'esprit critique et de scientificité. Mais quand les résultats sont apparus, nous avons choisi de ne pas accepter cela.
Donc la question, et je reviens à ta remarque Geoffrey, la question c'est quelque part quelle était la finalité. Et est-ce que c'est là la grande différence de la démarche critique et de la démarche du complotisme? La finalité de la pensée critique, ça va être analyser, interpréter, évaluer dans le but de décider ce qu'il faut croire ou faire. Et donc à la fin d'un processus critique, on va avoir ce qu'on appelle en philo l'adoption d'une attitude doxastique. Soit j'adopte la croyance, j'ai cette info, je l'ai analysée, elle me semble vraie au vu des preuves que j'ai, je l'adopte. Les preuves que j'ai montrent qu'elle n'est pas vraie, je rejette cette croyance. La troisième attitude doxastique, c'est une suspension du jugement. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est une attitude particulière qui a ses propres caractéristiques, mais donc, en gros, je fais ma démarche d'analyse, j'achète mon gyroscope, et à la fin, au vu des résultats, j'y crois pas, ou je suspends mon jugement. Oui ? Par rapport à la suspension du jugement... Non. Non, vas-y. Réponse très courte, peut-être, enfin, question très courte, réponse peut-être très courte. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une temporalité dans laquelle, à un moment, si on suspend en permanence notre jugement, est-ce que ça ne revient pas un peu au même que de rejeter la croyance? Enfin, je ne sais pas si ma question est très claire, mais j'ai l'impression qu'on peut être dans une démarche un peu complotiste quelque part en étant toujours dans la suspension du jugement en permanence. Ouais. Genre le scepticisme, poussé à l'extrême. Ouais, voilà. Ouais, absolument. Non, absolument. La suspension du jugement est particulière parce qu'elle n'est pas aussi radicale que l'adoption ou le rejet de la croyance. Est-ce qu'elle est tenable dans le temps? J'ai un doute là-dessus. Est-ce que psychologiquement, vraiment, il arrive des moments où on suspend notre jugement? Est-ce que c'est un truc qui existe, la suspension du jugement? J'ai un doute là-dessus. Et en plus, dans l'esprit critique, la suspension du jugement a un statut particulier parce qu'elle est censée être au début de la démarche, comme si on arrivait de manière neutre sur un sujet, et elle est censée nous accompagner, et elle peut être l'aboutissement du processus critique. La suspension du jugement, c'est vraiment un truc où je suis pas forcément très à l'aise avec ça, mais effectivement, elle n'a rien de définitif. Ouais. C'est bon. C'est bon. Ça va? Ouais, vas-y. Je voudrais vraiment réflexion sur la connaissance, mais aussi les limites de la connaissance, au sens où, quand on voit la réaction de cette personne qui dit on a décidé de ne pas tenir compte du résultat, ça montre que là on n'est pas en fait dans une recherche de vérité, au sens scientifique du terme, de quel est le monde dans lequel on vit vraiment, mais qu'on rejoint peut-être beaucoup plus, et ça évoque aussi ce que tu racontais sur les pensées complotistes, des questions liées à la recherche de sens, à des rapports et des besoins, des satisfactions de besoins existentiels en fait. Et que ça nous pose question, je trouve, dans la question de la transmission de l'esprit critique, sur la place qu'on laisse ou qu'on prend un peu trop parfois autour du debunking, du fact-checking, que peut-être que toute cette énergie qu'on met là, on pourrait la mettre ailleurs en disant en fait ce n'est pas en train de répondre vraiment à ce qui se joue. La question n'est pas est-ce que c'est vrai ou faux, c'est à quel besoin existentiel ça répond pour les personnes. Et donc si cette croyance dans laquelle elles sont, quelle qu'elle soit, même si elle est farfelue selon des données scientifiques, en fait leur fait du bien, ça veut dire que c'est par un autre bout qu'il faut attraper cette question, y compris le fait de ne pas questionner cette croyance-là, mais plutôt ses conséquences. Je me sens concerné. Alors, vu que le temps est écoulé pour Céline, mais vu qu'il y a eu beaucoup de questions pendant l'intervention, je propose qu'on cesse les questions pendant quelques minutes, que Céline finisse sa présentation, et ensuite on voit si on a du temps encore ou pas pour poser des questions, et auquel cas on continuera la discussion à l'extérieur. Je propose qu'on... Désolé, je propose qu'on laisse Céline finir. Tu as raison de reposer un peu. Merci pour ça. Encore 8 minutes pour terminer, et si tu finis avant 8 minutes, il y aura un temps pour les questions. Et sinon, après, on coupera directement. Et on fera top. Je vais faire en x2 là. Accrochez-vous. Merci. Mais c'est chouette parce que je vois que c'est des sujets aussi qui génèrent beaucoup de questions, beaucoup de discussions, et j'ai trop hâte que la discussion continue. Donc, mon propos c'était de dire, est-ce que la mentalité conspirationniste et l'esprit critique ont une démarche similaire? Et donc, si la finalité d'un processus critique qui fonctionne bien, c'est l'adoption de la croyance, le rejet de la croyance ou la suspension du jugement, on peut se demander, d'accord, mais quelle est la finalité d'un même processus, ou en tout cas un processus d'analyse qui ressemble, quand il est fait par des personnes ayant une mentalité conspirationniste. Et donc la question c'est,
Ça c'est juste une hypothèse, c'est pas quelque chose, ou alors peut-être ça a été théorisé, mais j'ai pas trouvé de choses à ce sujet. C'est quoi la finalité? Si elles peuvent ressembler, typiquement avec nos amis de la Terre plate, ils ont vraiment une bonne démarche scientifique d'aller trouver les outils et d'aller tester l'hypothèse. Et est-ce que la finalité est différente? Et mon hypothèse, mais on peut discuter après les 8 minutes, mon hypothèse, c'est peut-être que la finalité de la démarche pour une personne conspirationniste, ça va être de trouver, d'identifier, de comprendre, de démontrer l'existence du complot, éventuellement pour pouvoir y résister, s'en protéger les proches, parce que une fois que je l'aurai trouvé, ce fameux complot, étant donné qu'il est néfaste, je pourrais m'en protéger. Et donc à partir du moment où on est dans une démarche d'aller trouver et d'avérer le complot, l'existence du complot, on n'est pas dans la même démarche critique. Donc on peut utiliser des compétences similaires et des outils similaires, mais quelque part la finalité n'est pas la même, parce que quand on trouve quelque chose, peut-être qu'on choisit de ne pas l'accepter. Je vais rapidement passer à travers quelques solutions, mais je vais aller vite parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites par Lucille ce matin, donc encore une fois, ça se regroupe bien. Face à l'individualisme épistémique, pas du tout, Jean-Baptiste Guillon va proposer cette solution. Je vous lis la citation. Donc il va dire « Face à des adversaires qui ont parfaitement intégré une rhétorique de l'esprit critique, la solution ne consiste pas à prêcher l'esprit critique, surtout dans sa version sceptique et individualiste, comme le font certains débunkers, mais à redonner à l'esprit critique sa signification véritable. » Là, il propose la vraie définition de l'esprit critique. C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Sa signification véritable, c'est-à-dire une méthodologie du discernement, du grec krinein, qui signifie séparer, passer au tamis, et non pas une méthodologie du rejet sceptique de toute connaissance. Le rejet sceptique de toute connaissance par témoignage, de toute connaissance par autorité épistémique, on en parlait tout à l'heure, n'est pas une démarche critique puisqu'elle n'opère aucun discernement entre les sources épistémiques fiables et les sources épistémiques n'ayant aucune crédibilité. Le véritable esprit critique ne revient donc pas à adopter une épistémologie strictement individualiste, selon laquelle je devrais tout vérifier par moi-même, faute de pouvoir me fier au moindre témoignage d'autrui. Il consiste à savoir discerner les témoignages et les sources d'informations qui sont fiables et crédibles, par exemple celles émanant du consensus de la communauté scientifique, en rejetant les témoignages ou les sources d'informations qui n'ont aucune raison d'être fiables, par exemple une vidéo prise au hasard sur Internet. Êtes-vous convaincu? C'est pas mal. Ça va. Moi pas. Disons que je pense que cette question du discernement, elle est juste, elle est centrale, mais que malheureusement, il a zappé une partie de la réponse, c'est que en fait, si on ne travaille pas sur cet enjeu d'accepter la dépendance épistémique, on peut faire tout le travail de discernement du monde. Si on n'accepte pas ce fait qu'on dépend des autres pour savoir, on ne pourra pas faire de l'avance. L'immense majorité de ce que nous connaissons nous provient d'autrui. Je vais aller très vite, Lucille nous en a parlé. J'aime bien citer Thierry Herman qui dit que la connaissance acquise sans recours à l'autorité constituerait de fait l'exception plutôt que la règle. Et on est plus souvent des consommateurs de connaissances que des créateurs de connaissances. Les raisons qui font qu'on ne peut pas être pleinement autonome et indépendant sur tous les sujets épistémiquement parlant sont multiples. On manque de temps pour tout savoir, on manque des fois de ressources financières pour se former surtout, et on manque parfois de capacité cognitive. Il y a des choses, voilà, c'est trop difficile pour nous. Donc nous n'avons pas le choix, parfois, de croire sans savoir, d'accepter un certain degré de dépendance épistémique. C'est Hardwick qui parlait de ça. Là, je vais passer rapidement parce qu'on en a parlé ce matin. Et donc, l'enjeu, c'est de dire, en fait, qui sont ces gens en qui je vais placer ma confiance et qu'est-ce que ça me fait à moi de placer ma confiance. Quand Guillon dit les individualistes épistémiques, ils disent non mais moi il n'y a aucune autorité parce que je ne me fie qu'à moi-même. Même les complotistes, ils ont leur figure d'autorité. Andrew Wakefield, c'est une figure d'autorité pour ceux qui croient que le vaccin cause l'autisme. Et même chez les platistes, il y a des superstars qui vont parler lors de conférences pour expliquer les données qu'il a collectées. C'est Mark Sargent, si jamais il est dans le documentaire.
Donc quelques pistes, quelques réflexions, ça va être l'idée de réinscrire l'esprit critique dans une épistémologie sociale, mais je n'ai pas à vous convaincre de ces choses-là, vu qu'on est dans une école douteuse, et par conséquent travailler à l'acception d'une posture de dépendance épistémique. Ça va être l'idée aussi de réfléchir à cet élément sceptique auquel on tient beaucoup pour peut-être le remplacer par la notion de confiance, mais de confiance bien calibrée. Et c'est la proposition qui a été faite par l'équipe de Pasquinelli et collaborateurs. On peut critiquer cette approche absolument, mais sur cette idée de confiance, je trouve qu'elle répond à l'individualisme épistémique. Ils et elles vont proposer cette définition. L'esprit critique est l'ensemble des capacités, et tu l'as déjà cité Lucille, l'ensemble des capacités et des critères permettant d'évaluer la qualité épistémique des informations disponibles et de doser de façon conséquente notre confiance. Donc il y a vraiment cette idée de calibrer la confiance en vue de prendre une décision et de se forger une opinion et d'accepter ou de rejeter une information à bon escient. Si ces questions vous intéressent et vous ont plu aujourd'hui, n'hésitez pas à aller écouter le podcast de Cinétique. Avec Vivien, nous avons parlé du film Vivien et compagnie. Incroyable! C'est vrai que Vivien et compagnie. Avec des Yetis, nous avons parlé de Vivien et compagnie. De ce joli film d'animation Yeti et compagnie qui permet de questionner qui est complotiste, qui fait preuve d'esprit critique. Et donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, allez vous le voir. Et merci pour votre attention. Bravo.